Bonjour auditeurs, auditrices de Startup d'Afrique. Nous allons vous entretenir aujourd'hui sur un thème relatif à l'éducation, disons à l'enseignement supérieur. Pour cette raison, nous nous sommes déplacés ici aux États-Unis pour rencontrer le professeur agrégé Serge Afeli, qui va nous entretenir sur l'intégration des étudiants africains dans le système éducatif américain. Partagez massivement cette vidéo à toutes les personnes que vous savez intéressées par les études aux États-Unis. Ok, professeur, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et de nous accueillir ici à Greensville. Tu permets qu'on se tutoie, Oui, bien sûr. peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Merci beaucoup, François. Merci et bienvenue aux États-Unis. Bienvenue dans la ville de Greenville, qui est située dans le nord-ouest de l'État de la Caroline du Sud. Mais tout le plaisir est pour moi de te recevoir ici et partager mon expérience personnelle en ce qui concerne les études supérieures aux États-Unis. Donc, je me nomme Serge Afeli, je suis professeur agrégé de pharmacologie et directeur de l'innovation pharmaceutique à la Presbyterian College School of Pharmacy, qui est une université située à une quarantaine de minutes d'ici. Voilà. Donc, mon parcours professionnel, il a commencé en Côte d'Ivoire. J'ai fait le lycée classique d'Abidjan, ensuite quelques années à la fac de pharmacie d'Abidjan, avant de m'envoler aux États-Unis par le biais d'une bourse sport-études. Donc ici, j'ai fait une licence en physical science ici, qui est un fait de sciences générales. Ensuite, j'ai fait un PhD en sciences pharmaceutiques. Et ensuite, j'ai continué avec un MBA en administrateur de services de santé. Donc, sur le plan, donc ça fait une douzaine d'années maintenant que je suis dans l'enseignement supérieur. Je suis professeur agrégé depuis 2020 et bon, j'ai plusieurs intérêts, hein, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat pharmaceutique ou même de la recherche sur le cancer de la vessie. J'ai aussi des publications dans le domaine des techniques d'apprentissage et des nouvelles technologies pour l'éducation. Bon, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, je crois que voilà, s'il y a des questions spécifiques à des domaines, on pourra débattre. Très intéressant. Nous allons revenir sur ton parcours. Mais pour l'instant, peux-tu nous dire comment tu es arrivé aux États-Unis? Bon, alors, moi, je suis arrivé aux États-Unis en 2005. Je suis arrivé aux États-Unis en 2005 à la faveur d'une bourse d'études, d'une bourse sport-études que j'ai eue de Kansas State University. Bon, c'est une université qui est située dans l'État du Kansas. Et à l'époque, j'étais basketteur. J'ai commencé à jouer au basket depuis l'âge de 10 ans, hein. J'ai même joué à l'Africa, à Zénith, à l'ABC, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aussi, des hommes seniors, pendant quelques années. Et c'est à travers tous les voyages qui se sont faits à travers l'Afrique, notamment en Égypte, en Angola et tout ça, que je me suis fait repéré par des recruteurs américains qui sont venus même en Côte d'Ivoire me voir jouer pendant quelques jours. Et puis bon, c'est là qu'ils m'ont offert une bourse d'études parce qu'ils étaient impressionnés par mes habiletés sportives et aussi intellectuelles. Donc voilà, c'est un peu dans cette faveur-là que je suis arrivé aux États-Unis. Je suis arrivé en 2005 et tout de suite. Puis bon, mon rêve quand je venais, c'était vraiment poursuivre une carrière professionnelle, hein. C'était de jouer en NBA, faire plein d'argent. Et puis bon, voilà quoi. Donc mais bon, écoutez, j'ai fini par retourner à mon second amour, je dirais comme ça, parce que mon premier amour c'est le basket, mon second amour qui est les études pharmaceutiques, voilà. Ok. Ouais. Donc, en provenant du système éducatif ivoirien, Ouais. quelles sont les différences que tu as perçues avec celui de l'enseignement supérieur américain? Bon, l'avantage avec moi, c'est que j'étais une filière scientifique. Donc, en général, quand on vient d'un système, que ce soit un système francophone, lusophone ou arabophone, en général, les sciences, ça se transmet relativement facilement. Donc, c'est juste adapter le langage, mais que ce soit la biologie, la physique, la chimie, toutes ces matières-là sont relativement faciles à capter. Puis bon, il faut reconnaître aussi que j'ai fait le lycée classique, et à l'époque, était le lycée académique qui est considéré comme un lycée d'excellence. Qui est toujours un lycée d'excellence, Qui est un lycée d'excellence et qui... le lycée classique d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire, voilà. Et qui nous a formés, voilà. Donc, c'était un environnement ultra compétitif,
Donc, il fallait vraiment bosser quoi, pour être au niveau. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, au niveau des sciences, je n'ai pas eu trop de problèmes. J'ai toujours été, au niveau de la langue, par contre, bon, à part quelques nuances avec le langage américain, voilà, c'était plutôt facile parce que j'ai toujours aimé les langues. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais relativement bon en anglais. Bon, même si je parlais ce qu'on appelle l'anglais d'Angleterre, le British English. Mais bon, ici, et puis quand je suis arrivé, j'ai beaucoup passé du temps avec les Américains. Donc, ce qui faisait que j'étais obligé de parler la langue, ce qui n'est pas toujours le cas quand on se retrouve dans un milieu francophone avec plein de personnes qui viennent de son pays et tout ça. Donc, même à l'entraînement au basket, tout est en anglais, en classe, tout est en anglais, pour bosser, c'était en anglais. Donc, il n'y avait pas vraiment trop de temps pour converser en français. Donc, ce qui fait que ça a vraiment accéléré mon intégration et la maîtrise de la langue. Ok. Je comprends que tu es en train de nous dire que la science est une langue universelle qui peut, je vais dire, se véhiculer facilement. Est-ce à dire qu'il y a des filières pour lesquelles il y a plus de problèmes ou bien plus de différences pour les deux systèmes? Bon, je dirais ceux qui font les langues. Mais en général, quand on fait les langues en Côte d'Ivoire, que ce soit la série A, quand on est au lycée, je crois qu'il y a de longues heures d'anglais qui viennent avec. Donc, si c'est des heures que l'étudiant a pris au sérieux, qu'a travaillé sérieusement, quand il arrive ici, ça devient relativement facile. Mais bon, je crois que les sciences, on a une part avec un avantage avec les sciences. Mais cela ne veut pas dire que on ne fera que des sciences, on ne prendra que des matières de sciences aux États-Unis. De la manière dont le curriculum est conçu, pour avoir un diplôme en sciences, il faut avoir aussi faut prendre aussi des cours littéraires. Voilà. Donc, on ne peut pas y échapper, quoi. Ok. Là, nos auditeurs ont une compréhension, je vais dire partielle, du système américain, mais dans sa globalité. Est-ce que tu peux nous présenter le système éducatif américain dans sa globalité? Ok, dans sa globalité, le système éducatif américain, il marche un peu comme le système, je crois en Côte d'Ivoire, je dirais, ou bien même en Afrique, qui commence avec l'école primaire, ensuite le collège, ensuite le lycée jusqu'à la terminale. Alors donc, en terminale, bon, ils ont un examen pour entrer à l'université qui s'appelle le SAT. Donc, en fonction du score que l'on obtient, on est garanti plus ou moins une bonne place dans une université de renom. Et ça tient aussi compte des matières, comment on dit ça, des notes de la moyenne générale en classe. Donc, c'est ça aussi qui va faire la différence pour intégrer une université. Alors, donc, par exemple, si un enfant ou un étudiant est intéressé par des matières scientifiques, déjà depuis le lycée, un peu comme en Côte d'Ivoire, il y a des conseillers pédagogiques qui aident ces enfants-là à prendre des classes un peu plus avancées, que ce soit en mathématiques ou en physique ou en chimie, de telle sorte que quand cet étudiant-là arrive à l'université, il a de bonnes bases pour faire un bachelor en biologie ou un bachelor en chimie ou devenir même ingénieur s'il le veut. Donc, le système est vraiment très bien encadré. Il y a des conseillers pédagogiques, comme je disais, qui sont disponibles pour aider les enfants à choisir les filières qui les intéressent. Et puis, bon, tout part de là, quoi. Au niveau de l'accès aux études, aux universités, on a deux types d'universités. On a des universités privées qui coûtent très cher, ou on ne va pas dire relativement, qui coûtent très cher. Et puis on a des universités d'État qui sont à des prix abordables. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça donne un peu une bonne idée. Oui, ça donne une idée du système dans sa globalité. Et ça permet à nos auditeurs de comprendre ce qu'est le système américain. Mais si j'ai compris, l'accès à l'université se fait par le SAT, le SAT. Oui, le SAT, oui. On peut faire une différence pour nos auditeurs entre le SAT et le High School Diploma. C'est quoi la différence? Donc, le High School Diploma, ça veut dire que l'enfant a eu 12 de moyenne. Bon, ici, pour passer, il faut avoir ce qu'on appelle D, donc qui correspond environ à 12 ou 14 de moyenne, voilà. Donc, High School Diploma, ça veut dire qu'il a fini toutes ses classes, il a passé toutes ses classes au lycée, il a validé toutes ses matières, maintenant il a son High School Diploma. Maintenant, le SAT, c'est juste un examen de placement. Ça se permet de savoir, c'est un examen national, au fait.
Voilà. Ok. C'est pas, ouais, c'est un examen national que l'étudiant prend, donc ça lui permet de savoir un peu comment est-ce qu'il se classe Par rapport aux autres par rapport étudiants. aux autres étudiants. Voilà. Donc le High School Diploma, il serait selon les États, et le SAT, lui, il est fédéral, au Ouais, niveau national. au niveau national, si on veut. Ok, Ouais. mais avec toutes ces informations, ou bien, je veux dire, ces structures du système éducatif américain, que conseilles-tu à un étudiant africain qui veut intégrer ce système? Alors, donc, si l'étudiant Qui veut étudier aux États-Unis. Qui veut étudier aux États-Unis, bon, qui en termine, bon, s'il est au lycée et qui veut venir faire l'université aux États-Unis, parce qu'il y a deux manières de rentrer dans le système éducatif. Donc, il y a le premier, c'est celui qui vient déjà depuis l'Afrique ou la Côte d'Ivoire avec son bac et qui veut intégrer une université. Donc il faut avoir des bonnes moyennes, ça c'est indéniable. Dans les matières scientifiques, si c'est la science qui l'intéresse. Et puis, il faut faire traduire ces documents et tout ça et appliquer dans les universités. Et les universités vont regarder en fonction de vos différentes moyennes, peut-être vous faire une interview téléphonique et puis vous dire si oui ou non vous êtes accepté dans le programme. L'autre chose aussi qu'il va falloir tenir compte, c'est que quand on vient d'un pays francophone ou même d'un pays anglophone, il faut une bonne maîtrise de l'anglais. Voilà, les étudiants vont être encouragés à prendre des classes d'anglais, ou bien même s'ils ont la possibilité de le faire en Côte d'Ivoire ou dans leur pays d'origine, ce serait bien. Comment ça leur permettre de rentrer directement dans le bain au lieu d'avoir sinon, l'étudiant va avoir des difficultés à pouvoir comprendre les enseignements en classe. Donc, la maîtrise de l'anglais, un bon niveau en anglais en tout cas, est vraiment primordial pour pouvoir réussir ici. Ok, voilà. Donc déjà, comme premier conseil, le bon niveau en anglais. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie d'intégration à l'université, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'ils viennent au bachelor, au master ou au doctorat? Ou je veux dire, qu'est-ce qui pourrait être avantageux pour les étudiants africains selon ton expérience et tes connaissances du système? Bon, ok, alors donc, c'est intéressant parce que j'ai eu une conversation ce matin avec une ancienne amie de lycée qui veut faire venir sa fille aux États-Unis pour étudier. Donc le challenge, quand on vient un enfant qui a 17 ans au bac ou qui a 18 ans au bac qui vient aux États-Unis, il y a le niveau de maturité que l'enfant a quand il arrive. Donc on arrive dans un pays étranger, on n'a pas forcément de la famille aux alentours, une nouvelle langue, une nouvelle culture, il y a beaucoup d'adaptation à se faire à ce niveau-là. Donc il faut vraiment être très... Il faut faire très attention quand on envoie un enfant à l'extérieur de cette façon-là. Si l'enfant a des bonnes bases et que c'est une personne qui peut facilement se concentrer sur son travail et vivre indépendamment, parce que là, quand on arrive ici, il n'y a plus les parents aux alentours qui vont gérer le quotidien, faire à manger, faire la vaisselle, faire le nettoyage et tout ça de la maison. C'est vous-même qui devenez maintenant indépendant qui allait gérer tout ça. Et ça peut devenir un challenge pour beaucoup. Donc, en plus du choc culturel, des cours à bosser et de la vie à gérer, il y a aussi le côté social qu'il va falloir entretenir. Voilà, trouver son propre appartement, pouvoir se déplacer tout seul, faire la cuisine souvent, faire le ménage chez soi. Il y a des choix des enfants qui n'ont pas grandi en faisant eux-mêmes leur propre lit. Donc, quand on arrive aux États-Unis, qu'on doit gérer tout ça en même temps, ça pourrait être un challenge. Mais bon, je veux dire, il y a plein d'enfants étrangers, d'étudiants étrangers qui viennent de Chine, d'Inde pour étudier aux États-Unis. Ils s'adaptent très bien. Bon, pourquoi pas nous autres? Voilà, donc ça aussi, ça dépend des parents ou même du niveau de maturité de l'enfant. Maintenant, ça, c'est si on vient juste après le bac. Il y a aussi la possibilité de venir après la licence pour faire un master's. Et puis d'abord, et ensuite continuer avec un PhD. À ce niveau-là, c'est pareil. Hein. Quand on arrive, il y a un niveau d'adaptation. Mais à ce niveau-là, quand l'étudiant arrive, il est un peu plus mature. Il a peut-être 22, 23 ans. Voilà, il comprend un peu mieux la vie. Il est beaucoup plus autonome. Il est beaucoup plus mature. Et ça peut faire la différence. Voilà. Le plus gros challenge aux États-Unis, c'est que j'ai remarqué, surtout pour les étudiants étrangers, c'est pas forcément la rigueur académique, mais c'est aussi se pouvoir adapter à la nouvelle culture qui est là. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, surtout ceux qui font les études
supérieur, master, semestre, qui tombent beaucoup dans la dépression parce que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est de longues journées, c'est de longues nuits de boss. Et bon, à la fin de la journée, quand tu rentres tout seul dans ton appartement et que tu n'as pas ton cousin ou tes frères et sœurs ou maman et papa qui sont là pour te tenir la conversation ou te faire un bon plat chaud, ça devient très, très, très vite difficile. Il y a plein qui sont obligés d'abandonner. Et puis surtout pour les sciences. Alors les sciences, ça, c'est sans pitié, quoi. Bah, je veux dire, il n'y a pas de raccourcis, c'est des heures et des heures de boss. Et avoir une petite vie sociale, un certain support communautaire qui va permettre de supporter les moments difficiles, ça peut faire la différence. Donc, bon, je ne vais pas trop m'éterniser sur les détails. Et puis aussi, il faut tenir compte aussi de la température. Ouais, bon, quand on se retrouve les hivers qui sont super très froids, on est seul. Voilà, donc tout ça, ça contribue ça peut contribuer à l'échec ou à la dépression, quoi. Ouais. Mais bon, je vais dire, la plupart du temps, quand les étudiants arrivent et ils passent beaucoup de temps dans le domaine universitaire, ils peuvent trouver des mentors ou des anciens étudiants, enfin des étudiants qui sont avant eux, avec qui ils peuvent passer du temps, qui vont leur donner des conseils, de l'intégration et tout ça. Donc ça peut faire la différence à ce niveau-là. Ouais. Ok. Et en quoi la culture américaine est différente d'une culture ou des cultures ou de la culture africaine? Une différence, je veux dire 2-3 différences majeures, pas 2-3 différences majeures, qui peuvent être des freins ou des avantages pour les futurs étudiants candidats aux études aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une société très individualiste. Donc, c'est chacun dans son chacun. Il n'y a pas, voilà, je vais manger du riz chez toi ou je vais, voilà. Donc, les gens vivent leur vie individuellement. Il n'y a pas vraiment communautaire. Voilà. L'individualisme. Voilà. Deux autres différences majeures. Les différences majeures, c'est, je crois aussi, la nourriture. Ok. C'est parce que c'est un des pans importants de la culture. Exactement. Donc, avec la langue, bien sûr. Ouais, et la langue, bon, la langue, c'est gérable, mais la nourriture, le goût culinaire, c'est... quand tu as passé une très longue journée à la fac, que tu rentres fatigué, que tu arrives à la maison, que tu peux manger un bon plat de chez toi, voilà, ça peut constituer un frein à l'épanouissement personnel. Mais bon, ça fait partie de la vie, on s'adapte, on se dit que c'est des étapes temporaires, ça ne va pas durer toute la vie. Donc on se dit, on se concentre sur ses études pendant 5 ou 6 ans pendant 4 ans pour faire un bachelor. Si tu veux aller jusqu'au PhD, il faut compter 10 ans. Voilà, donc c'est vraiment de longs sacrifices à faire, quoi. Ouais. Tu parlais tantôt du coût des études aux États-Unis. Ouais. Selon que l'université soit privée ou publique. Et je veux dire, si c'est aussi cher, qu'en est-il du système des bourses d'études? Oui. Alors, l'avantage avec les États-Unis, c'est qu'on est dans un système méritocratique. Voilà. Donc, vous pouvez arriver aux États-Unis, la première année, vous payez par exemple vos frais de scolarité vous-même si vous allez dans une université d'État, et c'est ce que je conseille d'ailleurs aux gens, d'aller dans une université d'État au lieu d'aller dans une université privée parce que les universités d'État sont relativement moins chères. Et en fonction des moyennes que l'étudiant obtient chaque semestre, on peut le classer dans ce qu'on appelle les honors, c'est-à-dire les tableaux d'honneur comme on a au pays. Okay. Voilà, dans les honor students, c'est des étudiants qui ont 90 sur 100 pratiquement dans toutes les matières. Et ces étudiants-là, en général, peuvent recevoir des accompagnements financiers pour payer leurs études. Donc, ça reste un truc très intéressant. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Mais bon, quand on est honor students, on peut avoir ce qu'on appelle full ride scholarship, c'est-à-dire qu'on te prend tout en charge. L'autre avantage aussi qu'on a ici, c'est que par exemple, pour les femmes qui viennent, les filles noires ou bien même qui viennent de milieux défavorisés, par exemple, si vous avez... Parce qu'on se dit, quand tu viens de milieux défavorisés, ce qu'on dit ici, the odds are against you, c'est-à-dire que tes chances de réussir ne sont pas très, très, très élevées. Donc, voilà, en quelque sorte. Et donc, si tu réussis à avoir des bonnes moyennes en classe, l'administration se dit, c'est vraiment quelqu'un qui est très bosseur, donc on peut l'accompagner. Comme ses parents n'ont pas les moyens ou cette personne n'a pas beaucoup de moyens financiers, on peut lui faire des bourses d'études et tout ça. L'autre aspect aussi qui est important, c'est les activités scolaire. Donc, que ce soit le sport, donc, par exemple, pour quelqu'un qui joue au football, par exemple, quand il arrive, il peut demander de faire un essai
avec le coach de l'équipe de football, que ce soit féminin ou masculin. S'il est bon, on peut lui donner une prise en charge pour faire sport-études en même temps. Donc, ce n'est pas des choses à négliger. Même les instruments de musique, par exemple, quelqu'un qui joue à la clarinette ou qui joue à la flûte ou qui fait la batterie, un peu comme dans les orchestres, là, tous ces skills, ces skills-là, ces talents-là peuvent contribuer à donner des supports financiers à l'étudiant pour pouvoir payer ses études. Et puis, bon, évidemment, il y a la possibilité de pouvoir travailler sur le campus pour gagner de l'argent pour financer ses études, quoi. Donc, voilà. OK, donc je vais dire les bourses sont méritocratiques Ouais. par rapport aux notes et aussi par rapport au talent des étudiants. Ouais. Maintenant, pour les étudiants qui souhaiteraient travailler aux États-Unis, c'est-à-dire graduer et rester aux États-Unis, est-ce qu'il y a des filières qu'il faut leur recommander ou des filières qu'ils doivent éviter? Bon, je ne dirais pas la question des filières qu'il faut éviter en tant que telles. Pour ceux qui veulent, en général, les filières scientifiques, ingénierie ou même les ingénieurs, sont des filières où on trouve facilement du travail et où comment on dit ça, les employeurs sont prêts à sponsoriser pour que vous ayez les papiers, la green card, etc. etc. Okay. Donc, et puis, bon, même quand vous finissez vos études dans les filières scientifiques, si vous faites un master, par exemple, vous avez 2 ans où vous pouvez travailler avec un visa spécial qui va vous permettre de travailler normalement ici, gagner votre vie. Et puis, bon, si vous faites vos preuves, votre employeur peut décider maintenant de vous faire un visa de résident permanent. Là où vous avez la possibilité de rester ici et de travailler autant de temps que vous voulez. Quoi. OK, donc l'ingénierie est recommandée. Oui, mais par exemple, pour un Africain qui fait des études de journalisme, je vais dire, le niveau de langue est un des atouts pour pouvoir, je vais dire, évoluer dans ce métier. Est-ce que ça peut ne pas être un frein pour un francophone qui fait du journalisme? Oui, ça peut être... Ou même avocat, où tu dois plaider et que le niveau de langue ne satisfait pas ton client? Oui, bon, ça peut avoir un avantage, un inconvénient. Bon, moi, j'aime bien voir les choses en matière d'avantages. Parce que ici, ce que les gens aiment aux États-Unis, c'est la multiculturalité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Donc, quand on a quelqu'un qui vient d'un pays francophone, qui parle très bien déjà une première langue, qui a le raisonnement francophone et tout ça, et qui vient ajouter à cela une autre langue et une autre manière de penser américaine. Donc, cette personne-là a un double avantage. Donc, il peut être un atout pour une firme d'avocats, un cabinet d'avocats, par exemple, d'expertise. Donc, ça encore, ça va dépendre du cabinet d'avocats dans lequel on fait son stage. Si c'est un cabinet d'avocats qui est international, qui a des clients en Europe, en France notamment, même au Canada, ça peut être un atout. Voilà. Mais bon, je vais dire, à la fin de la journée, c'est la bosse, quoi. Comme je dis ici, quand on est moyen, c'est pas bon. Quand on n'est pas moyen, il faut s'arranger à être au top de son truc. C'est clair. Sois le meilleur, quoi que tu sois. Ou parmi les meilleurs, pas forcément le meilleur, mais parmi les meilleurs, en tout cas. Maintenant, je veux dire, généralement, quelles sont les études que les étudiants africains entreprennent ici aux États-Unis, selon ton expérience? Bon, on a, je crois, deux grosses filières. Il y a beaucoup qui font IT, information technologie, et puis aussi un peu de sciences. Bon, il y a des filières, par exemple, scientifiques qui sont, ils sont très difficiles. Je veux dire, un PhD en sciences pharmaceutiques. Moi, j'étais le seul noir. Je crois que j'étais le seul noir à avoir même, pas le seul noir, le seul africain à être passé dans le programme de PhD en près de peut-être 30 ans. Et puis, mon PhD, je l'ai fait, je ne vais pas trop me vanter, mais je l'ai fait en 4 ans au lieu de 6 ans. Donc, ça veut dire que c'est la productivité, voilà. Donc, mais bon, c'est très difficile encore une fois. Donc, il faut vraiment être motivé, il faut vraiment être un bosseur, quoi. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'on a Caroline du Sud, ce n'est pas un État qui est vraiment connu pour sa diversité. Donc, certainement qu'il y a d'autres Africains ou des Noirs qui font des sciences pharmaceutiques dans d'autres États, mais bon, ça, c'est des filières aussi qui sont un peu complexes. On a aussi beaucoup qui font les finances, les business et finances, ce que j'ai vu le plus souvent, donc finance.
pas beaucoup de sciences. Mais bon, il y a aussi médecine. Ça, c'est beaucoup les Nigérians qui font ça. Ok, Médecine, et puis le business et finance aussi, il y a beaucoup de Nigérians qui font ça. ok, Mais bon, je vais dire, est-ce qu'aux États-Unis, personne ne va t'empêcher d'étudier ce que tu veux. Voilà. Même si tu as un bac littéraire et que tu veux faire médecine ici, ils vont te dire, voici les classes qu'il faut prendre, les unités de valeur à valider pour pouvoir qualifier pour entrer à l'école de médecine. C'est tout. Ils ne vont pas te dire, non, mais toi tu viens d'Afrique, tu ne peux pas bosser ça. Ouais. Ils vont te dire les réalités. Voici combien d'heures tu vas passer à bosser. Voici les challenges auxquels tu vas être confronté. Donc, il faut te préparer mentalement à passer les 5 ou 6 prochaines années de ta vie, à passer toute ta vie dans les bouquins. Si c'est quelque chose que tu penses que tu peux supporter, tu y vas. Mais bon, c'est quand les gens arrivent, il y a d'autres réalités auxquelles il faut faire face. Il y a certains peut-être qui se retrouvent dans une situation où ils doivent commencer à travailler plus vite pour aider la famille à rester en Afrique, ou bien même gagner de l'argent pour pouvoir payer leurs études. Donc, il y a ce stress-là qui fait que les gens ne font pas toujours ce qu'ils ont envie de faire parce qu'il y a des réalités économiques ou socio-économiques à prendre en considération. Donc, les cas sont différents. Les cas sont différents. Donc, voilà. Ok, tu es vraiment à féliciter pour le parcours que tu as eu et Merci. étant le seul Africain dans ton programme, c'est l'occasion de lancer un message à la Côte d'Ivoire, au gouvernement ivoirien, pour dire qu'on tient ici des personnes qui peuvent donner un coup de pouce à notre industrie pharmaceutique. Et donc, le professeur Afeli est là. S'il y a des personnes qui veulent le contacter après, vous pouvez laisser des mots dans les commentaires. Et je veux dire, avec ce parcours, je vois qu'il a été excellent. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous donner, je veux dire, les grandes lignes de ce parcours et comment cela a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, ici aux États-Unis? Bon, moi, je crois que ça dépend aussi des... Moi, je crois que ma force, c'est que moi, j'ai pas peur de beaucoup de choses, hein. Je veux dire, si ça a été déjà fait, c'est que quelqu'un d'autre peut le faire. Si, si. Voilà, donc, bon, moi, j'ai pas grandi dans un endroit privilégié, hein. Pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai grandi à Yopougon, au terminus 27. Je partais à l'école, au lycée classique, quand j'étais au lycée. Donc, c'est 2 bus à prendre, partir de la maison à 4h30, 5h pour être en classe à 7h30. Ensuite, quand on finit, bon, il y avait l'entraînement de basket aussi que je faisais à l'époque. Et puis rentrer à la maison à 22h, quoi, et repartir le lendemain, la même chose. Et ça, c'est 5 fois dans la semaine. Donc, quand on a vécu toute cette adversité-là, on est forgé en quelque sorte. Voilà. Bon, moi, j'avais des amis qui habitaient à Cocody-Sainte-Marie, Si. qui prenaient le Wawa 100 francs en 10 minutes, ils sont sur la fac. Moi, Si. j'ai quitté de chez moi à 5h pour arriver au lycée à 5h, à 7h30 pour être à l'heure au cours. Donc, tout ça, ça contribue à me forger. Et donc, je me suis dit, j'ai pas quand on dit quand les gens disent ici, ah, on vit la vie est dure, ils disent, mais vous connaissez pas c'est quand on dit la vie est dure. Voilà. Et puis bon, ceux qui ont vécu à Yopougon, vous savez très bien comment c'est difficile. Bon, moi, c'était encore dans les années 90 et autres. Il n'y avait pas beaucoup de bus, hein, pour aller jusqu'à Cocody. Donc, c'était un peu ça, quoi. Donc, je vais dire, et puis la mentalité, je suis très, très compétitif. Je fais le basket, tous ceux qui me connaissent, j'ai horreur de perdre. Donc, quand je m'engage dans quelque chose, je veux aller jusqu'au bout, je veux être le meilleur. Donc, voilà pourquoi j'incite aussi les parents, pour ceux qui me suivent, hein, c'est d'inciter vos enfants à faire des activités extrascolaires, des activités sportives qui vont les challenger. Et ça développe le caractère, ça développe l'esprit de gagne, ça développe l'esprit de persévérance. Bon, parce que bon, aujourd'hui, tu joues un match, vous faites laminer par 30, bon, comment on dit ça, tu es déçu, tu es découragé, mais tu te dis, bon, écoute, demain, il faut qu'on batte ces gars-là. Donc, tu retournes, tu t'entraînes encore plus dur, tu te prépares et la prochaine fois, tu bats. Donc, toutes ces petites expériences que j'ai accumulées durant ma vie en Côte d'Ivoire, tout ça, ça m'a permis de bâtir ce caractère-là, cette résilience, de gagneur. Bon, ouais, de gagneur si on veut, de dire, je ne vais pas me laisser faire, je vais le donner tout, voilà, jusqu'à ce que je puisse avoir le résultat que je recherche. Donc ça, c'est important. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi le fait d'être ouvert d'esprit. Le fait d'être ouvert d'esprit, être disposé à se dire, je ne connais pas tout, je vais l'apprendre, je vais rester assez humble
pour écouter ce que les gens disent et puis me faire mon opinion soi-même. C'est pas parce que tu étais premier de ta classe au lycée, quand tu arrives aux États-Unis, que tu vas être premier C'est que clair. voilà. Ça, c'est un conseil à prendre en compte. Voilà. Donc, et ça, c'est un truc intéressant à comprendre aussi parce que souvent, dans certains programmes, par exemple, quand vous arrivez, toi, tu es le premier à Abidjan, mais le mec, il est le premier à Taïwan, lui, il est le premier à Porto Rico, l'autre, il est le premier en France. Vous vous retrouvez tous dans le même programme. Donc, le premier de chacun, là. Maintenant, là, on voit Qui est le premier des premiers. Voilà, qui est le garçon des garçons, comme on le dit vulgairement. Voilà. Donc, et c'est là encore qu'on peut se surpasser. Donc, si on en a une rage de vin, qu'on veut forcément être le meilleur partout, voilà, bon, pas partout, mais je veux dire, on veut vraiment se donner à fond pour arriver au sommet, c'est des choses voilà, qui permettent de survivre, quoi. Bon, c'est pas fait pour tout le monde, il faut reconnaître. C'est pas fait pour tout le monde. Les gens qui sont venus, qui ont commencé, qui ont abandonné, ils disent, bon, votre histoire, c'est beaucoup trop compliqué. Mais bon, moi, j'aime bien ça. J'aime bien bosser. Voilà, quoi. Donc, c'est... OK. C'est pas fait pour tout le monde, mais ton parcours est un message d'espoir pour tous les jeunes qui en veulent. Ouais. Voilà, c'est un message d'espoir. Ouais, si vous en voulez, il faut bosser, ça va venir. Ça va venir, il faut bosser, il faut persévérer, il faut garder un esprit positif. Voilà. Si vous n'avez pas gagné aujourd'hui, demain, ça va marcher. Et peu importe le temps que ça prendra, bon, mais le travail finit toujours par payer. Le travail, et ça, c'est l'un des conseils que mon père m'a toujours donné. Il m'a dit, bossez. Quand vous arrivez au sommet, là-bas, il n'y a pratiquement personne. Okay, donc c'est un peu ces leçons-là de l'éducation familiale et de l'éducation communautaire, aller au lycée, le lycée classique, ou même faire le tronc commun. Assez compétitif. Quand tu es compétitif aussi, le tronc commun, tout ça. Moi, quand on grandissait, ben à la maison, pendant la rentrée, on ne pouvait pas regarder la télé. Donc, pendant que la rentrée scolaire, on ne regarde pas la télé. Papa, maman, personne ne regarde la télé. Donc, ce n'est pas veut dire les parents sont en train de regarder la télé puis les enfants sont en train de bosser. Non. Tout le monde, personne ne regarde la télé, tu fais faire le travail. Donc, un peu, dans tout ça, il y a un mélange de... bon, à part seulement le week-end, un samedi après-midi, et puis jusqu'à dimanche, jusqu'à 14h, un truc comme ça, mais après, c'était beaucoup de boss, quoi. Donc, tout ça, ça met l'enfant ou l'étudiant dans un esprit de... Voilà, d'excellence, de toujours vouloir le meilleur, quoi. Donc, puis bon, je dirais pas que on est tous des génies dans la famille, hein, mais bon, j'ai un frère qui est médecin, il y a un autre qui a fait l'école de droit, voilà, il y a un autre qui fait des études en France et tout ça, quoi. Donc, voilà. Et toi, professeur agrégé, je te sais aussi passionné de sport. Oui, ouais, le sport, le basket, c'est mon premier amour, hein. Ouais, mon basket, c'est mon premier amour. Et puis bon, voilà, j'aime bien me challenger. Bon, quand on a passé 40 ans, on peut pas forcément sauter dans tous les sens. Donc maintenant, je me suis mis au triathlon. Donc, je fais de la natation, du vélo, de la course à pied. Bon. Et moi, je pense que bon, c'est ma nature, quoi. J'aime beaucoup me challenger, j'aime beaucoup essayer de nouvelles choses. Là, il y a les Jeux Olympiques qui passent. Donc voilà, ça m'inspire. Je dis, mais c'est super. Donc, j'aime me pousser un peu plus à la gym. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc le sport, c'est vraiment... Comment le sport, je veux dire, quelle est l'importance du sport dans le système éducatif américain? Ouais. Alors, ça, c'est une très bonne question parce que quand on regarde un peu, par exemple, les étudiants qui veulent appliquer pour des programmes, ou bien même quand ils finissent les études et qu'ils veulent commencer à bosser, quand vous dites, par exemple, j'ai joué, par exemple, au basket dans une université de première division aux États-Unis, j'ai vu l'équipe nationale. Déjà, l'employeur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui sait travailler en équipe. Voilà. Il voit quelqu'un qui sait travailler en équipe. Il voit quelqu'un qui sait communiquer. Parce que, bon, au basket, c'est 5 dans l'équipe. Bon, une équipe, il y a 10, mais sur le terrain, vous êtes 5. Donc, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir partager, il faut pouvoir aider l'autre quand il y a une erreur, etc., etc. Donc, ça, c'est des qualités que l'on peut prendre pour utiliser sur le marché du travail. Voilà. Et puis, bon, le sport aussi, ça permet d'enlever beaucoup de stress. Voilà, donc passer toute la journée dans le bouquin, c'est bien, mais il faut trouver aussi des moyens de pouvoir évacuer cette pression-là. Et la pratique du sport peut aider aussi, ça t'évite aussi beaucoup de maladies, comme tu le sais très bien, les maladies cardiovasculaires, voilà, donc, et dans ça, c'est important. Donc, au niveau du sport, ça peut être un moyen pour pouvoir financer ses études ici aux États-Unis, que ce soit du jouer au football, je peux le faire afro-américain ou jouer au rugby. Il y a quelques universités qui font du rugby, du volleyball, par exemple.
track and field, ceux qui font la course là, à pied, là, voilà. Par exemple, les étudiants kenyans là, qui ont plein de bourses d'études pour étudier ici, aux États-Unis, et tout frais payé. Hein. Bon, moi, le basket, ils ont tout frais payé aussi. À l'université, c'était pareil. Donc, le sport peut être un moyen, comment on dit ça, un moyen efficace pour pouvoir financer ses études, aux États-Unis. Mais on ne peut pas faire que le sport. Parce que si tu fais que le sport, qui est à 0 de moins en classe, ils vont t'arracher ta bourse d'études. Ça ne marche pas. Voilà, ils vont t'arracher ta bourse d'études. C'est ça. OK. Merci, le professeur Serge Afeli. Ouais. Comme nous l'avons vu, ton parcours est assez édifiant. Merci. C'est un message d'espoir, comme je le disais tantôt, pour toutes ces personnes qui en veulent, qui veulent faire de leurs études un succès et plus généralement de leur vie un succès. Quel est ton message de fin, une adresse à tous ces étudiants, toutes ces personnes qui veulent intégrer le système américain ou ceux même déjà qui évoluent dans le système américain? Bon, les étudiants africains qui veulent étudier aux États-Unis, je crois que c'est une très bonne idée, mais bon, le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut, ce qui nous intéresse. Okay? Donc, si c'est les sciences ou si c'est la littérature qui vous intéresse, il faut trouver de bonnes personnes qui vont vous conseiller. Donc, le système de mentorship, par exemple, qui est très important, c'est-à-dire si vous êtes intéressé par les filières pharmaceutiques, les sciences, c'est de trouver quelqu'un qui vit aux États-Unis ici, qui a fait ce parcours-là, avec qui vous pouvez discuter, qui va vous expliquer un peu le parcours, les sacrifices qu'il faut faire. J'ai eu récemment une conversation avec une jeune dame du Burkina. Parce qu'il y a enfin pas plein de jeunes, il y a des personnes qui me joignent sur Facebook, qui me disent « Ah, mais professeur, on a vu ton parcours, vraiment ça nous inspire. Je veux venir faire pharmacie ici. » Je dis « Ok, vous voulez faire pharmacie, c'est bien. Voici ce qu'il faut vous attendre. Mais vous êtes une jeune dame, vous venez rejoindre votre mari qui est ici. Il faut comprendre à ce mari-là que si vous voulez faire des études en pharmacie, ça veut dire que ce n'est pas vous qui êtes à la maison tous les jours à faire la lessive, à nettoyer, à cuisiner. Parce que c'est des longues... Elle veut faire un PhD. Donc, c'est des longues heures de travail au labo. Donc, vous allez rentrer à 9h, à 8h ou 9h du matin. Peut-être que vous allez sortir du labo, il est 20h. Et ça, c'est tous les jours, souvent même les week-ends y compris. Donc, si lui s'attend à ce que vous descendez du labo à 20h, allez lui piler son foutou, faire son riz, tchèp, pour qu'il puisse manger, ça ne va pas marcher. Parce que quand vous arrivez, vous êtes fatigué. Peut-être même que vous auriez apprécié que le gars aime cuisiner pour vous, voilà, pour que vous puissiez manger. Mais quand vous arrivez, si vous devez vous taper encore la bouffe, et puis si vous voulez avoir des enfants, à ce moment, pendant que vous faites des études, ça va être carrément injouable. Donc, il faut savoir, voilà, donc si vous voulez faire des études sérieuses, vous dites, écoutez, les 5 ou 6 prochaines années, ça va être vraiment la bosse, surtout des programmes PhD, même si vous faites un bachelor ou un master, là encore ça va. Mais les PhD, surtout les PhD en sciences, là, c'est ultra compétitif, c'est de longues heures de travail, donc il faut savoir qu'est-ce que vous allez... Donc, et ça passe bien par des gens qui ont déjà fait le parcours. Donc, quand je lui ai expliqué tout ça, il dit, bon, écoutez, je crois que je n'ai pas fait un PhD. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'a pas fait un PhD parce que, bon, elle vient de rejoindre son mari qui est ici, qui travaille déjà. Peut-être qu'elle veut avoir des enfants maintenant. Donc, ce n'est pas le moment de faire. Il dit, ben, tu choisis une filière qui va te donner beaucoup plus de flexibilité pour pouvoir gérer ta vie personnelle et ta vie familiale. Donc, c'est vraiment, voilà, trouver des mentors, des personnes qui ont fait le parcours auquel vous aspirez, qui vont vous donner de bons conseils, et ça va permettre de réussir. Donc, mais que les États-Unis, c'est un endroit où les possibilités sont énormes. Les possibilités sont énormes en matière d'apprentissage et en matière de... Du moment où vous êtes disposé à bosser, rien ne peut vous arrêter. Voilà, donc ça sera mon mail de la fin pour nos auditeurs. Voilà. OK, merci professeur Afeli pour votre brillante intervention et d'avoir entretenu notre audience, nos auditeurs et nos auditrices sur l'intégration des étudiants africains dans le système éducatif américain. J'espère que vous avez eu les informations dont vous aviez besoin pour pouvoir programmer, planifier votre intégration dans le système américain. La barre des commentaires est toujours disponible pour qu'on puisse recevoir vos questions et qui sait si le professeur Afeli ne va pas rentrer en contact avec vous pour vous donner plus d'informations sur la question. Merci et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.